Bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir, beaux camarades. Bonsoir, Elisabeth. Pourquoi je dis beaux camarades tous les soirs? Parce que c'est vrai. L'actualité internationale, c'est l'adoption hier au Parlement israélien, la Knesset, d'une loi restaurant la peine de mort. Elle avait été abolie en 1954, sauf pour les crimes de guerre, crimes contre le peuple juif et génocide. Cette nouvelle loi, donc, voulue par le ministre de la Sécurité nationale, s'applique aux terroristes au risque de cibler de manière discriminatoire les Palestiniens. הגיעה שעת הדין. כל דמי אחינו ואחיותינו זועק מן האדמה. והיום אנחנו עושים צדק היסטורי. Faillite morale, recul éthique de la part du Parlement israélien, fuite en avant du Premier ministre Benjamin Netanyahou qui joue sa survie politique. Israël est-elle en train de devenir une démocratie illibérale? Ce sera l'objet de notre débat avant qu'on vous retrouve à la fin de l'émission. Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Oui, Elisabeth, et à Paris, c'est ouvert aux assises le procès de l'ancienne loge maçonnique Athanor, accusée de s'être organisée en organisation criminelle. Eh bien, Elisabeth, la question est, qu'est-ce qu'un Athanor? Nous allons ouvrir nos vieux grimoires d'alchimie. Ça, vous savez faire. Et vous, c'est Skibidi Tentafruit, non? Mais vous le dites tellement bien. C'est Vous êtes tellement fan, j'en énorme. étais sûre. Moi, j'ai la tâche difficile de réconcilier les générations ce soir et d'expliquer aux adultes, sauf Elisabeth, qui sont les Skibidi Tentafruit, nouveaux héros des ados. Vous allez tout comprendre. C'est absolument dingue. À tout à l'heure. Et pour commencer, l'actualité spatiale. Vous le savez, c'est l'objectif lune de la mission Artemis 2. Envoi par la NASA du vaisseau habité Orion autour de la Lune pour en explorer la face cachée. Et pour évoquer cette mission qui renoue avec l'âge d'or de la conquête spatiale américaine et ses nombreux enjeux scientifiques et géopolitiques, on reçoit un terrien très informé, Alain Sirou, du magazine Ciel et Espace. On le retrouve tout de suite. Alain Sirou, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Anne Ndiaye et Bonsoir. Benjamin Bonsoir. Sortouche. Bonsoir. Nous précisons que vous êtes directeur de la rédaction Ciel et Espace, que vous avez publié il y a quelques années Les Hommes de la Lune et les enfants de la génération Apollo. Donc vous êtes un de ceux qui ont dû voir en 69 peut-être... Ça m'a déclenché. Pas, ça vous a déclenché. Et puis j'ajoute quand même pour nos téléspectateurs qu'un astéroïde porte votre nom, le 11158. Oui. Un petit machin de rien du tout qui s'appelle le Sirou, là-haut. Pas de rien du tout, vous plaisantez. Entre Mars et... Non, je blague. Voilà, un petit astéroïde. On va faire le point sur cette mission Artemis en images grâce à Gaël Legras, puis on y revient avec vous, Alain Sirou. Alain Sirou, vous dirigez la rédaction du magazine Ciel et Espace. Demain, la NASA tentera d'envoyer 4 astronautes survoler la Lune. Un retour 54 ans après la fin des missions Apollo. Est-ce un bond de géant pour l'humanité? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong, blablabla, bla bla bla, vous connaissez la suite. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Au total, 12 personnes, toutes américaines, ont marché sur la Lune. La dernière mission, Apollo 17, s'est déroulée entre le 7 et le 19 décembre 1972. Demain, dans le cadre de celle appelée Artemis 2, un Canadien et 3 Américains devraient donc décoller de Cap Canaveral. We're going to stay in an amazing high orbit, reaching a peak of tens of thousands of miles. And then, if everything looks good, we're heading to the moon. 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 Objectif Lune donc avec Artemis 4 prévu en 2028, comme l'a confirmé l'administrateur de la NASA, Jared Isaacman. We find ourselves with a real geopolitical rival challenging American leadership in the high ground of space. NASA has stated we will return Americans to the moon before the end of President Trump's term. En effet, les Chinois sont entrés en compétition avec les États-Unis et envisageraient de poser un premier taïkonaute sur la Lune en 2029 afin de célébrer les 80 ans de la République populaire de Chine. En 2024, un programme a déjà permis de ramener des échantillons de la face cachée de la Lune, ce dont s'est enorgueilli le directeur adjoint de l'administration nationale de l'espace, Bian Zhigang. 是中国人凭借中国人的努力和我们中国人的智慧来实现的。 Du côté des États-Unis, on vise même plus loin en considérant la Lune en 2028 comme une étape vers Mars. Selon vous, Alain Sirou, les trajectoires des ambitions spatiales de ces grandes puissances restent imprédictibles parce qu'elles ne suivent pas des lois physiques mais des récits.
Alors, est-ce que eh bien, la fusée SLS va décoller avec le vaisseau Orion demain ou est-ce que ce sera le 6 avril? Qu'est-ce qui rend le décollage si aléatoire? Comme disent les ingénieurs, il faut que tous les paramètres soient verts. Alors, il y a beaucoup de choses. Je me souviens de la fusée Apollo, donc, Oui. qui a permis Un à certain temps. Il y avait 2 millions de pièces à bord de cette fusée. 2 millions de pièces. Et elle est sûre à 99,999%. Le 0,1, c'était quand même 2000 pannes possibles. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a des choses qu'on maîtrise et puis il y a l'imprédictible. Et parmi l'imprédictible, aussi bête que ça paraisse, il y a la météo. Et la météo, avec des vents en très haute altitude, ça peut reporter le lancement. Un vol habité, 4 personnes, 3 Américains, un Canadien. Parmi les 3 Américains, une femme et un Afro-Américain. Un Canadien, on se souvient de Donald Trump qui voulait annexer le Canada et en faire le 51e État. C'est un symbole très fort. C'est un symbole très fort, c'est celui de l'ouverture. Oui. On se souvient, toujours référence à Apollo, à ce que ce n'était que des pilotes d'essai, en grande partie militaires, des hommes. Le dernier homme à marcher sur la Lune était un scientifique, il avait presque été imposé par la communauté scientifique, mais surtout il n'y avait pas de d'américano africains, il n'y avait pas de femmes, il y avait personne qui représentait une quelconque société civile ou une tentative d'ouverture. Ils pourraient devenir les êtres humains qui vont s'éloigner le plus de la Terre, 400 000 km, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, c'est un vol d'essai. Et il faut vraiment resituer ce vol dans une histoire qui a démarré il y a quelques années pour les États-Unis, qui en fait sont plutôt le lièvre et pas la tortue. La tortue, c'est la Chine qui a démarré il y a longtemps son programme lunaire, et les Américains ont longtemps hésité sur ce qu'ils allaient faire. Et ils hésitent encore, ils ont changé encore tout récemment, il y a quelques jours. Et ça, c'est un vol d'essai, et l'objectif du vol d'essai, c'est de prendre aucun risque. On teste des choses, mais surtout, il faut ramener cette femme et ces 3 hommes vivants sur Terre, et s'il y avait le moindre problème, ça serait terrible. Alors, l'idée, c'est d'aller assez loin et d'être capturé par la gravitation lunaire et pouvoir revenir, même s'il y a une panne de moteur. Et donc, ça, je dirais, même si c'est grave et que les moteurs ne marchent plus, eh bien, ils reviendraient tout naturellement vers la Terre. Alors, vous avez évoqué le premier homme qui est marché sur la Lune, c'était en 69, on s'en souvient. On va parler avec vous, Alain Sirou, et avec Anna, du prochain homme qui posera peut-être le pied sur le sol lunaire. On ne sait pas, serait-ce un Chinois? Oui, c'est bien ce qui pourrait se produire dans un avenir pas si lointain, peut-être en 2029, tant qu'à faire, histoire de coïncider avec le 80e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. En attendant, Pékin avance sur son projet lunaire avec constance, sans pression sur le calendrier, mais surtout avec des financements stables. Depuis l'envoi de son premier taïkonaute, c'est le nom pour un astronaute chinois en 2003, Yang Liwei, la Chine multiplie les vols habités, elle a accumulé de l'expérience et puis surtout elle ne déplore à ce jour aucun incident mortel à son actif. Cette année, en 2026, le nouveau vaisseau Mengzhou que l'on voit ici, navire des rêves en français, censé transporter ses futurs taïkonautes, doit effectuer lui aussi son premier vol d'essai en orbite. Alors Alain Sirou, est-ce que vous pensez qu'un drapeau chinois sur la Lune d'ici 3 ans, c'est crédible? C'est tout à fait crédible, Anna, et je pense même que ce sera une femme. Et que cette femme est déjà à l'entraînement. On a identifié deux astronautes chinoises qui ont de l'expérience des sorties dans l'espace, qui sont déjà partis à bord de... Parce que les Chinois ont développé depuis quelques années tout un programme qui a une logique parfaite, c'est-à-dire... On est autonome en termes de lanceurs. On a une station spatiale autour de la Terre où il y a une présence permanente. Il y a des Chinois dans l'espace tout le temps, depuis des années. Ils font des sorties extravéhiculaires, ils aménagent, ils ont des engins automatiques qui ont visé la Lune, la face cachée de la Lune. Ils ont ramené des échantillons. Ils sont en train d'installer une sorte d'Internet lunaire pour pouvoir communiquer. Ils se sont posés sans incident sur la planète Mars avec un robot. Et donc, je dirais, étape par étape, petit pas par petit pas, ils annoncent, ils font, ils réussissent. Et c'est vraiment les barreaux de l'échelle qui sont en train d'être gravis. Et je pense aujourd'hui que 2029 est crédible pour la Chine, avec vraisemblablement une Chinoise et un Chinois sur la Lune. Alain Sirou, vous parlez d'échantillons. Il y a une pleine page aujourd'hui dans le supplément Science du quotidien Le Monde, avec Francis Rocard, qui dirige le programme d'exploration du système solaire au CNES, qui dit il faut songer à récupérer les échantillons qui sont sur la planète Mars. Apparemment, les Américains sont dans une sorte d'atermoiement. Pourquoi c'est fondamental? Pour la science?
Alors c'est fondamental pour la science, mais ça prouve aussi que la science, elle est vraiment le dernier cadet des soucis des Américains. Il faut se souvenir que 382 kilos d'échantillons lunaires ont été ramenés par les missions Apollo. Ouais. Et on a pu, grâce à ça, préciser le scénario de la création de la Lune. La collision entre un objet primitif et vraisemblablement quelque chose qui avait le tiers de la masse lunaire. C'est rentré en collision et ça a formé la Lune. On a su ça parce qu'on a ramené des échantillons. Sur Mars, il y a des robots qui se baladent. Là, en ce moment, il y a Persévérance. Ouais. Et il y a des tas et des tas de géologues qui, depuis des années, disent attention à droite, là, c'est quoi ça? Est-ce que tu peux mettre ça dans une petite éprouvette, un tube et tout? Ils ont une trentaine de tubes. Ils sont en train de les rassembler dans un endroit. Et l'idée, c'était d'aller, avec une mission, se poser, récupérer les tubes, les remonter en orbite et les ramener sur Terre et là, analyser. Et à quoi ressemblait la planète Mars, dont on pense qu'il y a 3 milliards d'années, elle était une sœur de la Terre. Il pleuvait, il y avait une atmosphère. Est-ce que la vie... Les briques de la vie, celle là-bas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait signer ça? On ne peut le savoir qu'en ramenant des échantillons. D'accord. Pour revenir à la Lune, vous disiez que les Chinois, c'est possible et c'est réaliste pour 2029. Et les Américains qui pensent poser une base habitée en 2036. C'est réaliste, ça voudrait dire que des humains pourraient aller là-bas plus facilement dès la fin des années 30 ? Je pense qu'il ne faut jamais tenir compte des dates annoncées parce que ça prouve qu'il y a un objectif qui est donné. Mais la réalité montre depuis très longtemps que si on avait cru le premier président Bush et puis le deuxième président Bush, on serait déjà sur Mars. Donc, abandonner toute idée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que tout d'un coup, la Lune redevient centrale. C'est là où on a décidé d'habiter comme une base, je dirais, première. Et en même temps, il y a une petite chose qui est parue presque inaperçue dans la conférence, c'est du patron de la NASA, c'est de dire, attention, on va aussi envoyer, Isaac Mann, on va aussi envoyer un engin avec un moteur atomique pour essayer de raccourcir le temps de voyage entre la Terre et Mars. 3 mois au lieu de 6 mois ou 9 mois peut-être. Et là, on voit que il va se passer du temps, mais l'objectif final à la fin du 21e siècle, et peut-être au-delà, c'est effectivement Mars. Et la base lunaire, bah oui, bien sûr, parce qu'elle est une façon... Comme en Antarctique, la femme américaine, Christina Koch, qui parle, c'est une spécialiste de l'Antarctique, elle a vécu vraiment dans les bases. Oui, celle qui part dans la mission, là. Elle sait ce que ça veut dire, quoi. Donc c'est une façon de s'aguerrir et puis peut-être aussi de récupérer un peu d'argent en disant c'est génial, il faut continuer. Alain Sirou, une dernière question. Vous êtes le co-inventeur de la nuit des étoiles. On reste sur la Terre, on regarde les étoiles. Oui. On peut toujours les voir ou il y a une pollution lumineuse et il y a tellement d'engins qui passent dans le ciel que c'en est désespérant? C'est une bagarre, quoi. Il faut qu'on continue à les voir. Elon Musk demande à ce qu'on expédie 1 million de satellites dans les années qui viennent. Il faut qu'on se batte. Le ciel appartient à tout le monde. L'espace ne peut pas être une appropriation individuelle, capitalistique ou tout ce que vous voulez. Il faut vraiment qu'on se mobilise pour que le ciel reste visible. Espérons que ce sera fait. Merci pour ce cri du cœur et merci d'être venu nous expliquer les rouages de cette mission Artemis et tous les enjeux autour de ces missions. Merci Alain Sirou. On va passer à notre débat sur les conséquences de l'adoption hier par le Parlement israélien, la Knesset, donc, d'une loi prévoyant le retour de la peine de mort dans un pays qu'il avait aboli pour les crimes de droit commun en 1954. Elle concernerait donc à nouveau seulement les auteurs de meurtres commis au nom du refus de l'existence d'Israël, autrement dit les colons juifs par exemple, assassins, en seraient exclus. L'opposition israélienne fustige un recul et une faute morale majeure. L'État hébreu devient-il une démocratie illibérale? Débat illibéral. Débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Un vote historique hier soir à la Knesset. À l'annonce des résultats, la vice-présidente d'extrême droite du Parlement israélien ne cache pas son émotion. Concernant la loi sur la peine de mort, pour 62 voix, contre 48 voix et une abstention. Applaudissements des députés. Ce ministre sort même le champagne pour célébrer l'adoption d'une loi qui instaure la peine de mort pour les Palestiniens accusés de terrorisme. À compter d'aujourd'hui, tout terroriste le saura, et le monde entier le saura. Quiconque ôte la vie, l'État d'Israël la lui ôtera. Habitué des polémiques, le ministre leader de l'extrême droite avait posté sur le net il y a 3 semaines cette séquence devant une potence. Je meurs d'envie d'exécuter les terroristes. L'opposition s'insurge et refuse que la démocratie israélienne soit réduite à cette nouvelle loi. C'est de la pure barbarie.
Cela n'a rien à voir avec la sécurité. C'est du populisme pur et simple. Le timing n'est pas un hasard. Les élections législatives approchent à grands pas. La Cour suprême a d'ores et déjà été saisie pour se prononcer sur la légalité de ce texte, adopté dans un contexte tendu. Les implantations juives se multiplient en Cisjordanie, où des colons mènent des attaques contre des Palestiniens. Au sein même de l'armée, des voix s'élèvent. Ces attaques de colons israéliens contre des civils palestiniens en Cisjordanie sont moralement et éthiquement inacceptables. Alors le Premier ministre Benyamin Netanyahou est-il débordé par la frange extrême de son gouvernement? Ou joue-t-il sa survie à quelques mois des législatives? Avec le retour de la peine de mort, l'État hébreu bascule-t-il dans une démocratie libérale? Nos trois invités pour ce débat, Noémie Alioua, bonsoir. Vous êtes essayiste, membre du comité éditorial de la Nouvelle Revue Politique, dont le président d'honneur est d'ailleurs Boualem Sansal, l'académicien Boualem Sansal. Selon vous, un vote, même sur la peine de mort, c'est l'incarnation même de la démocratie. Et vous ajoutez, Benyamin Netanyahou adopte cette loi pour conserver le soutien de son électorat à l'approche des élections législatives. À côté de vous, Ronnie Broman, bonsoir. Bonsoir. Médecin, ancien président de Médecins sans frontières et directeur d'études au CRACH, le Centre de réflexion sur les actions et les savoirs humanitaires de MSF. Selon vous, le droit de vie ou de mort sur les Palestiniens s'exerce depuis des années en Israël. Pour le moment, trop peu de voix en Israël ou dans la diaspora d'ailleurs, selon vous, dénoncent ces actions. Et à côté de vous, Anna Assouline, bonsoir, militante pacifiste, fondatrice du mouvement bien connu Les Guerrières de la Paix. Selon vous, Israël est en train de s'engouffrer dans une chute éthique qui est à la fois criminelle à l'égard des Palestiniens et à l'égard de toute possibilité pour un avenir de paix avec une souveraineté palestinienne. Et on démarre ce débat avec l'insigne du jour qui a laissé tout le monde très quoi particulier, c'est un nœud coulant de pendus, un insigne porté au revers de leur veste par les partisans du rétablissement de la peine de mort, et notamment, et on va le voir, et on le voit sur cette photo, par Itamar Ben-Gvir, ministre israélien de la Sécurité nationale, qui portait cette proposition de loi. C'était donc hier, au moment de l'annonce du vote de la loi à la Knesset, le Parlement israélien, par 62 députés contre 48. Noémie Alioua, vous qui faites beaucoup d'allers-retours en Israël, vous y étiez encore récemment. Comment vous avez réagi quand vous avez vu le vote de cette loi? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Alors, si on se pose la question de savoir si ça s'inscrit dans un cadre démocratique, effectivement, je tiens mes positions, c'est-à-dire qu'au fond, c'est une loi qui a été adoptée donc par la majorité de l'Assemblée israélienne, de la Knesset. C'est donc l'exercice et la voix du peuple israélien qui s'exerce et qui s'exprime à travers ses représentants. Donc, c'est la démocratie qui s'exerce. On ne peut pas considérer que cette loi n'est pas démocratique. Maintenant, la démocratie en Israël, c'est aussi la Cour suprême. Et vous savez qu'il y a 100% de chances que la Cour suprême retoque cette loi. Donc finalement, ça reste un symbole. Ça reste un symbole qui est avant tout politique. Alors, Ronnie Broman, justement, ça veut dire qu'il y a des contre-pouvoirs en Israël, notamment la Cour suprême, qui pourrait révoquer cette loi. Est-ce que pour autant, ça la classe dans les démocraties libérales, puisque c'est la question qu'on se pose? Un gouvernement qui pratique, enfin un régime qui pratique l'apartheid, la colonisation, et qui a mené une guerre génocidaire pendant 2 ans à Gaza, je ne peux pas le qualifier de démocratique. Donc cette loi est une loi d'apartheid. Peut-être qu'elle sera retoquée par le Conseil constitutionnel, enfin par la Cour suprême israélienne. On le souhaite évidemment pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour Israël, mais ça ne change pas la nature profonde de la chose. On voit qu'on crée une loi spécifiquement pour la répression des Palestiniens. Quand ce sont des colons israéliens, juifs en Cisjordanie, qui lynchent, qui tuent, qui brûlent, qui terrorisent, ils n'ont absolument aucune sanction. Mais si un Palestinien en vient à tuer un Israélien ou à l'agresser ou à le contester, eh bien, on voit ce qui lui arrive. Anna Assouline, pour vous, est-ce que vous y voyez une provocation politique? C'est ce que semble dire Noémie Alioua, parce que ça pourrait ne pas être mis en œuvre. Est-ce que, ou plutôt, vous dites, voilà, c'est le fond d'Israël qui est en train de changer les fondamentaux de l'État d'Israël dans sa manière d'exercer la démocratie? Ce qui est en train de se jouer avec cette coalition d'extrême droite raciste, c'est qu'effectivement, on est dans une double chute éthique qui est à la fois un enlisement dans
dans la discrimination et les violences et l'arbitraire qui va s'abattre sur la population palestinienne, mais aussi dans une perte de son âme et dans une forme d'autodestruction. Donc je voudrais juste revenir sur cette image, puisque vous avez parlé de cette image. Moi, elle m'a glacée. Je la trouve particulièrement, non seulement c'est l'insigne ou c'est vulgaire, le obscène. Il y a plusieurs choses dans cette image qui paraissent monstrueusement allégoriques, si vous voulez. Cet homme qui passe sur la tête, qui sabre le champagne pour célébrer une loi qui autorise la mise à mort d'êtres humains. Vous savez, en hébreu, on dit l'echaim pour trinquer, c'est-à-dire qu'on dit à la vie. Donc il dit à la vie en même temps qu'il célèbre la mort. Donc ces gens sont quand même porteurs d'un culte de la mort, de la haine qui est glaçant. Et puis il y a aussi effectivement cette insigne sur leur veste qui a remplacé presque de manière outrageusement indigne le ruban des otages. Et donc on est vraiment, si on a remplacé ce ruban qui nous rappelait ces gens d'ailleurs qui ont largement sacrifié le sort des otages qui n'a jamais été leur sujet premier depuis 3 ans. Et donc voilà, il y a si vous voulez, quelque chose de l'ordre d'une chute éthique et morale qui effectivement s'attaque à la fois aux droits fondamentaux des Palestiniens et à l'âme d'Israël lui-même. Donc ces gens-là sont les ennemis des Palestiniens et les pires ennemis d'Israël aussi. Alors, c'est ce qu'a dit en quelque sorte Yair Lapid, le leader de l'opposition et ancien Premier ministre. Il ne cautionne pas ce rétablissement de la peine de mort. Écoutez. סוד כוחה של מדינת ישראל הוא בזה שאנחנו מדינה מתוקנת, מדינה חזקה, בטוחה, מדינת חוק. אנחנו לא כמו החמאס. החוק הזה אומר, אם באים לרצוח אותנו, הפתרון היחיד שלנו הוא להיות כמו הרוצחים. מה שמונח פה על השולחן הוא פירוק יסודות העוצמה הישראלית. אתם חושבים שתהיו חזקים אם תתלו מחבל ותרקדו סביב גופתו המפרכסת? Noémie Aliwa, sur ce que dit Yair Lapid, est-ce que vous y voyez une victoire pour le Hamas? Est-ce que c'est une perte de l'âme d'État d'Israël, comme le dit Anna Ousseline? Il faut comprendre dans quel état d'esprit sont les Israéliens aujourd'hui. Vous savez, il y a eu le pogrom du 7 octobre 2023. D'ici, de l'extérieur, du point de vue de l'Europe, on a l'impression que c'est finalement un acte terroriste parmi d'autres. Mais le 7 octobre 2023 a créé une scission en Israël. Ça a poussé la population vers davantage de radicalité. Vous savez que le parti travailliste aujourd'hui, la gauche pour la paix, comme on pourrait dire, elle ne représente que 4 sièges au Parlement européen, au Parlement israélien. C'est très important de comprendre que cette population israélienne est en colère. Elle est en colère parce qu'elle a été blessée. Elle est en colère aussi parce qu'elle considère qu'elle est seule au monde à pouvoir se défendre. Et c'est dans cet esprit et dans cet instinct de survie qu'elle exprime cette colère en votant pour des partis qui disent qu'ils vont les représenter. Et la loi du talion, vous avez l'impression qu'aujourd'hui prévaut dans l'opinion israélienne ou pas? Comment elle vit cela? C'est-à-dire que l'opinion israélienne, elle est représentée à l'Assemblée israélienne. C'est très important. C'est quand même le principe d'un système démocratique. Maintenant, quand même, je rejoins totalement Anna Assouline sur cette idée que cette image est indigne et qu'elle donne une image catastrophique d'Israël. Et c'est très important aussi de faire entendre ces voix de l'opposition, quand bien même elles sont marginalisées à l'heure qu'il est à l'Assemblée israélienne, parce que ça montre aussi un autre visage d'Israël. Et c'est très important de comprendre que cet homme-là, qui effectivement est en train de trouver magnifique l'idée d'abattre d'autres hommes, il ne représente pas non plus lui-même, parce qu'il est lui aussi, il a un petit parti dans cette coalition, lui-même ne représente pas l'image d'Israël. Et l'entièreté de la population et des points de vue. Les condamnations qui émanent de différents pays européens, ça changera quelque chose, Ronnie Broman? Condamnation donc de cette loi qui, encore une fois, sera peut-être invalidée par la Cour suprême. On peut en douter. Je pense que beaucoup vont se réfugier derrière l'idée qu'en effet, il s'agit d'un acte provisoire qui ne va pas durer, puisqu'il va être retoqué par la Cour suprême, et que donc ils vont se dispenser de faire autre chose que ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire un petit froncement de sourcils pour marquer une légère désapprobation, mais un assentiment, voire un consentement actif, comme le montre le fait que non seulement aucune sanction a été prise, mais n'a été prise par Israël. J'insiste, quand même, on sort, et on n'est pas tout à fait sorti, d'une guerre génocidaire menée à Gaza. Au moins 71 000 morts, et peut-être probablement des milliers en plus. Du coup, cette loi sur la peine de mort, elle surgit, enfin, elle s'impose par le symbole effroyable qu'elle représente, et ça a été très bien dit par mes deux voisines, je n'y reviens pas. Mais ça ne peut pas être la traduction d'un traumatisme, justement, la traduction d'un traumatisme, comme le disait Noémie Aliwa, d'un traumatisme de la société israélienne qui se traduit comme cela
Bien sûr, mais enfin, il faut faire attention avec cette notion de traumatisme. Est-ce que le 7 octobre, qui est un attentat criminel, je le dis très clairement, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce point, mais est-ce que les attentats du 7 octobre, en tout cas les attentats anti-civils du 7 octobre, les crimes et les kidnappings d'Israéliens et d'ailleurs d'étrangers qui étaient là, peuvent être aussi représentés comme une sorte de loi du talion, pour reprendre la formule que vous utilisez, parce que depuis des années, il y a des milliers et des milliers de Palestiniens qui sont tombés sous les balles des Israéliens, pour un certain nombre des balles qui visaient à les mutiler, les fameux tirs dans les genoux auxquels procédaient des snipers israéliens pendant les marches du retour, et les répressions, les attaques continues tous les 2 ans que l'on voyait à Gaza. Donc c'était déjà un lieu de mort, un lieu de souffrance terrible. Alors il n'y a pas que les Israéliens qui peuvent avoir ce sentiment d'être abandonnés, d'être attaqués. Les Palestiniens également. On va avancer dans le débat et on va évoquer avec vous trois et évidemment avec Anna la question du budget 2026 de l'État hébreu qui vient d'être adopté par la Knesset et qui prévoit une hausse considérable de l'argent qui sera dévolu à l'armée. Aux partis ultra-orthodoxes, en l'occurrence, l'État va leur allouer plus de 652 millions d'euros supplémentaires pour financer leurs écoles privées, avec 18 sièges sur les 64 que compte la coalition de Benyamin Netanyahou. Les ultra-orthodoxes, qu'on appelle aussi Haredim, pèsent dans le gouvernement. Le Premier ministre a donc tout intérêt à en prendre soin pour espérer se maintenir au pouvoir, d'autant plus que leur poids dans la population risque encore d'augmenter dans les années à venir. Le Bureau central des statistiques et une étude récente de l'Institut israélien de la démocratie estiment qu'en 2050, près d'un Israélien sur 4 sera issu de la communauté ultra-orthodoxe, contre 1 sur 7 aujourd'hui. Cette croissance rapide, elle s'explique par une forte fécondité, 6,5 enfants par femme chez les ultra-orthodoxes, contre 2,2 pour les autres femmes. Et ce qui pose problème, selon les auteurs de cette étude, c'est leur non-intégration dans la société israélienne. À l'école, les enfants reçoivent une éducation religieuse sans enseignement des matières du tronc commun. Et bien plus explosive, la question du service militaire obligatoire qui fracture la population, mais aussi la classe politique. Environ 80 000 hommes âgés de 18 à 24 ans et aptes en sont exemptés, dans un contexte où les ressources militaires du pays sont mises à rude épreuve à cause des différents fronts ouverts au Moyen-Orient. Un projet de loi visant justement à lever cette exemption est toujours à l'étude. Anna Assouline, est-ce que c'est problématique d'un point de vue politique qu'une communauté fonctionne un petit peu comme une sorte d'État dans l'État avec ses propres règles ? Oui, c'est plus que problématique. C'est aussi un des dangers aujourd'hui qui pèsent sur l'avenir de ce pays. Ces ultra-orthodoxes, non seulement pèsent dans cette coalition gouvernementale qui pousse vers une politique de plus en plus criminelle, de plus en plus... là, on est encore une fois, on parlait de cette loi sur la peine de mort, une politique qui inscrit dans la loi un racisme d'État ségrégationniste. Ils exercent une pression. Aussi qui continuent, qui poursuivent la politique de colonisation, parce que dans cette loi du budget dont vous parlez, il y a aussi un budget de sécurité sur la question des colonies qui est maintenu. Donc aucune volonté politique d'endiguer ce phénomène. Il faut savoir quand même que depuis des semaines, la violence et le terrorisme, maintenant ce mot est de plus en plus utilisé, y compris par l'opposition israélienne, de terrorisme des colons et de terrorisme juif, qui a été utilisé aussi par... Dans une tribune récemment, dans une par tribune toutes sortes récente, d'intellectuels et de rabbins. 3600 intellectuels, rabbins et membres des communautés juives de la diaspora du monde entier, à laquelle d'ailleurs le président Herzog a répondu. Le président israélien Herzog a répondu, le chef d'état-major aussi a alerté en parlant d'abomination. Donc il y a vraiment j'espère en tout cas, une prise de conscience qui doit maintenant s'accompagner d'actes forts pour endiguer encore une fois cette politique de poursuite de la colonisation, des violences sur la population palestinienne, d'annexion d'une partie de la Cisjordanie, qui non seulement opprime quotidiennement et violente les Palestiniens, mais qui aussi entérine toute possibilité d'un avenir de paix juste et durable dans la région et d'une souveraineté palestinienne possible. Noémie Aliwa, est-ce que Netanyahou est obligé de ménager cette partie ultra-orthodoxe de la population israélienne pour soutenir sa politique actuelle, pour se protéger politiquement et continuer la politique autocolonisation? Est-ce que c'est un objet politique, un enjeu politique? C'est un enjeu électoral majeur. De survie?
Oui, de pour lui. survie. Vous savez que la Knesset, c'est un petit peu comme en France, elle est à peu près séparée en 3 parties. Vous avez le centre, vous avez les partis arabes et vous avez la droite avec la droite nationaliste. Et vous devez faire des coalitions parce qu'aucun parti, à l'heure qu'il est, ne réussit véritablement à faire en sorte d'être majoritaire. Donc il est obligé de faire des coalitions avec des petits partis. Donc il n'a pas vraiment le choix. Soit il s'allie avec des partis arabes, parce qu'il y a des partis arabes à l'Assemblée nationale, j'allais dire, à la Knesset, soit vous faites des alliances avec les partis religieux, traditionnalistes, même certains extrémistes. Donc c'est une question de survie électorale de par le système de la proportionnelle intégrale qui impose de toute façon des alliances. Et qui donc, pourrait lui permettre de se maintenir en choisir. poste aux prochaines législatives. Vous devez choisir vos anticiper. alliances et Benyamin Netanyahou ne choisira jamais des alliances avec les partis arabes. Donc s'il veut continuer à survivre politiquement, d'un point de vue strictement arithmétique, c'est ce qu'il doit faire. D'un point de vue pragmatique, voire cynique. Alors on va regarder une archive qui montre bien cette dimension de Premier ministre inoxydable, malgré quantité d'affaires. Ça fait près de 30 ans qu'il dirige le gouvernement par intermittence. En 2022, regardez, il signait un énième retour au pouvoir. Ces partisans du Likoud, parti de la droite israélienne dirigée par Benyamin Netanyahou, scandent « Bibi revient », en référence au surnom qu'ils donnent à leur leader. Si les résultats donnés à la sortie des urnes se confirment, Benyamin Netanyahou arrive en tête des élections législatives et pourrait former une coalition avec ses alliés ultra-orthodoxes et de l'extrême droite. Un retour au pouvoir possible pour celui qui fut Premier ministre, d'abord entre 1996 et 1999, puis pendant 12 ans, sans interruption, entre 2009 et 2021. À 73 ans, Benyamin Netanyahou ne laissera jamais tomber la politique de lui-même, selon son ancien porte-parole. Il fera tout ce qui est possible pour former une coalition, même les choses les plus folles. Il pense avoir reçu une mission de Dieu pour sauver le pays. Ronnie Broman, en même temps, il est là depuis 30 ans. Ça veut dire qu'il incarne aussi Israël, Netanyahou, ou pas pour vous? Oui, il est le Premier ministre qui aura été le plus longtemps au pouvoir de toute l'histoire d'Israël. Donc sa personnalité, ses objectifs politiques sont profondément enracinés dans le pays. On dit souvent que Netanyahou est très contesté, qu'il est détesté. En effet, il a, sur la scène internationale, la réputation d'être un menteur, sur la scène politique israélienne, d'être un magouilleur, d'être un truqueur, tout ce que l'on veut. Mais si sa personne est contestée, sa politique, elle, ne l'est pas vraiment. Et une des fonctions de Smotrich, Ben-Gvir et de ces racistes, de ces fascistes ou racistes qui sont là, est de le faire apparaître comme un modéré. Par contraste. Par contraste avec ceux qui peuvent être... Exactement, ils sont là pour élargir la fenêtre d'Overton et rendre finalement décent, par exemple, la colonisation accélérée de la Cisjordanie ne se fait pas au hasard, elle se fait quand même sous la protection de l'armée. Et quand le chef d'état-major, Eyal Zamir, proteste contre les colons, c'est notamment parce que les plus extrémistes d'entre eux s'en prennent aux militaires. Ils s'en prennent aux policiers et aux militaires. Mais tant qu'ils tuaient des Palestiniens, Eyal Zamir n'avait pas l'air de trouver ça tout à fait inconvenant. Je vais vous raconter peut-être une petite anecdote pour montrer à quel point, effectivement, cette société orthodoxe, ultra-orthodoxe, est une sorte de contre-société en Israël, comme on peut en avoir aussi en France. Quand j'étais reporter sur le terrain au moment du Covid, souvenez-vous, il y avait des obligations de ne pas, qu'il n'y ait pas de rassemblement trop important pour éviter des contaminations. Et il y avait des synagogues clandestines dans certaines villes. Et personnellement, j'en ai découvert une par hasard. Donc ça allait à l'encontre de la loi qui avait été promulguée par le gouvernement. Ils tenaient absolument à organiser leur synagogue. Et j'avais découvert cette synagogue clandestine et j'avais été moi-même molestée. Donc ça montre bien qu'il y a une société qui est divisée et qui est symbolisée souvent par ces deux villes, Tel Aviv et Jérusalem. Et ce sont deux mondes, Tel Aviv et Jérusalem, qui vont un jour s'affronter. Avec des avis qui... Ils sont divisés, mais ils se rencontrent sur une chose, la colonisation. Ne l'oublions pas, le consensus est total ou quasi total. Consensus. Parce qu'il faut dire, le chef d'état-major, quand même, Eyal Zamir, ça a parlé de moralement, éthiquement inacceptable ce que font les colons. Non, et par ailleurs, je voudrais quand même, puisque je crois qu'on va finir là-dessus, mais rendre hommage parce que ces voix existent et qu'elles méritent quand même qu'on les regarde et qu'on les relaye,
à toute cette société civile israélienne qui se mobilise, qui était encore dans la rue par dizaines de milliers samedi dernier et qui d'ailleurs s'est fait réprimer dans une brutalité assez inédite parce que les répressions de la police de Ben Gvir se font de plus en plus dures sur les manifestants. Donc effectivement, le sursaut politique dont on a besoin n'est pas encore là, mais il existe encore des résistances au sein de cette société, des militants palestiniens et israéliens qui continuent en tout cas de se mobiliser. Moi, je suis dans plein de groupes de démocrates israéliens, de militants palestiniens et israéliens qui s'écrivent depuis hier, qui partagent leur désarroi et qui se mettent en marche pour signer des pétitions, pour mener des actions. Anna Assouline, pour aboutir, continue d'exister. De faire aboutir à terme une solution à 2 États. Cette solution recule. On en est loin au moment où on est en train de se parler, mais c'est un horizon pour lequel on doit continuer de se battre et qu'il ne faut absolument pas abandonner face à ces agents du chaos qui sont en train de mener la région dans le précipice. Vous souriez parce que ça vous semble... Non, parce que c'est une question très difficile que vous êtes en train de poser. C'est une question fondamentale. Où en est la solution à 2 États? J'ai envie de vous répondre. Peut-être que ça va être un petit peu dur comme réponse, mais je crois que le 7 octobre 2023, il y a une grande partie de cet idéal qui a été mis à mal. Ronnie Broman. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois plus depuis la fin d'Oslo, quand on s'est aperçu que la colonisation avait doublé, que le territoire cisjordanien est totalement mité par les colonies. Vous savez qu'à aucun endroit en Cisjordanie, on est à plus de 2 kilomètres d'une colonie. Donc à tout moment, on est susceptible d'être attaqué. Vous ne croyez pas un retour en arrière si le pouvoir change en Israël? Peut-être, mais il me semble, 2 États, un État, une forme ou une autre, il me semble que de toute façon c'est là-bas que ça se décidera si, comme nous l'espérons tous, ça se décide un jour. Ce qui est important, c'est l'égalité des droits de tous entre la mer et le fleuve. Voilà ce qui est l'enjeu primordial, me semble-t-il. Merci à tous les 3 d'être venus débattre calmement et de manière extrêmement constructive. Merci infiniment. Merci On va rester dans l'actualité. Vue par Xavier Mauduit, Marie Bonisseau, ouverture du procès des francs-maçons de la loge Athénor, accusés entre autres de crimes et d'extorsion. Et puis explosion d'émissions de télé-réalité totalement dingues générées par l'intelligence artificielle, au titre très rigolo, l'île de la Skibidi tente à fruits et au contenu plus que problématique. Mais d'abord, on évoque le mot vedette du jour, Shahed, du nom de ces drones d'attaque et de croisière, fabriqués en Iran, qui coûtent peu cher à fabriquer en tout cas, et qui ravage et le Moyen-Orient et l'Ukraine. C'est entendu. Alors le drone Shahed joue un rôle déterminant. Avec un Shahed 136. Le drone de la famille Shahed. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Shahed, de l'arabe shahid, témoin et aussi martyr, désigne une famille de drones iraniens. Le plus célèbre de la gamme, le Shahed 136, est déployé par l'armée russe en Ukraine depuis 2022 et par l'Iran au Moyen-Orient depuis le 28 février, dans un conflit où il perce moins les défenses de l'ennemi que son portefeuille. La famille Shahed compte des drones furtifs de combat, de surveillance ou kamikazes, également appelés munitions rôdeuses, comme le Shahed 136, dont le mode opératoire en Ukraine est de tourner au-dessus de sa proie avant de lui tomber dessus et de l'anéantir. Ce qui justifie le double sens de son nom, témoin, observation, et martyr, sacrifice. Le Shahed 136 est un triangle en fibre de verre de 3,50 m par 2,50 m qui pèse 200 kg, dont 50 kg de bombes. Il est propulsé par un 4 cylindres de 550 cm3 produisant 50 chevaux et un bruit de tondeuse. Il peut cruiser à 180 km/h sur au moins 1500 km et son prix de revient aussi entre 20 000 et 50 000 $ le bestiau. Dans sa version moyen-orientale, le Shahed 136 n'a ni pilote ni caméra, juste un GPS programmé sur l'objectif. 95% des 4000 tondeuses volantes tirées depuis l'Iran ont été interceptées par les DCA locales, mais à un coût astronomique. Un général français résume: quand on tue un Shahed avec un Aster, en réalité c'est le Shahed qui tue l'Aster. Le premier avion militaire sans pilote vole en France dès 1917. Et l'Iran, dont l'armée de l'air est liquidée dès le début de la guerre avec l'Irak, fait voler des machines sans pilote au système D dès 1985, avec le papy du Shahed, le Talash, un mini-avion téléguidé utilisé pour effrayer l'ennemi. Et dans une guerre, faire peur, ça aide beaucoup. Merci Thibault Nolte. Retour à vous, Marie Bonisseau, pour l'IA et les programmes de télé-réalité. Et à vous pour la loge Athanor. C'est incroyable cette histoire, Xavier Mauduit. Procès de 22 personnes liées à l'ancienne loge maçonnique Athanor. Le procès s'est ouvert hier à Paris. Ils sont accusés de s'être transformés en réseau criminel. Alors d'où vient le nom Athanor avec un H?
C'est beau, le H derrière le T, pas au début. Avec ici un ouvrage qui paraît en 1766, Elisabeth, L'étoile flamboyante, où la société des francs-maçons considérée sous tous ses aspects. C'est un ouvrage qui est écrit par un homme qui a une influence considérable dans l'univers de la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle. Il se présente comme le baron de Tsoudi. C'est un franc-maçon lui-même. Il est vénérable de la loge provinciale de Metz, loge de Naples, de Saint-Pétersbourg également. Et dans son ouvrage, il associe l'alchimie à la franc-maçonnerie, comme si il y avait une continuité à travers les siècles, alors que la franc-maçonnerie, à ce moment-là, c'est quelque chose de récent. La première loge à Londres, c'est 1717, à Paris, c'est 1725, et puis très vite, des dizaines, des centaines à travers l'Europe. Elles essaiment en toute discrétion. Ah oui, oh là là, dans les premiers temps de la franc-maçonnerie, c'est vrai que les loges se présentent comme des cénacles assez fermés, assez secrets, mais c'est mieux pour éviter la répression de l'Église, du pouvoir royal qui sont intimement liés. Et puis le secret, il est également présent quant aux origines de la franc-maçonnerie. Alors là, avec des légendes qui nous conduisent dans la lointaine Écosse, ou alors au plus près des constructeurs de cathédrales, les maçons, ou alors encore dans l'Égypte antique. Et, vous l'avez saisi, auprès des alchimistes, enfin tout ça c'est compatible, ça peut se mélanger, les alchimistes qui au Moyen-Âge œuvraient pour trouver la pierre philosophale, vous savez, qui allait permettre de transformer le plomb en or. Alors ici, ces alchimistes, pour trouver cette pierre philosophale, ont besoin d'un athanor. Et c'est là où on trouve ce mot exceptionnel, athanor. Ça signifie un four à combustion lente. Pas besoin de surveiller, ça cuit tranquillement. C'est ça. Athanor, c'est un mot qui vient de l'arabe. Al-Tamour, lui-même venu de l'hébreu, Tamour, lui-même, en passant par l'araméen, la langue de Jésus, on arrive jusqu'au sumérien, où là on trouve un petit nour qui évoque le feu. Enfin, vous l'avez compris, avec cet athanor, on plonge au plus loin jusque l'histoire de la Mésopotamie. Et avec leur athanor, les alchimistes sont l'objet d'énormément de fantasmes, de craintes. Ils font des trucs absolument incroyables. En même temps, regardez, c'est pratique, parce qu'avec leur athanor, ils peuvent chasser les mauvaises idées. Non, mais c'est plein de moqueries, tout ça. Alors, c'est qui ces alchimistes? Ce sont des scientifiques, en fait. Ils font des expériences. Et pour la franc-maçonnerie, c'est la même chose. Énormément de craintes et de fantasmes. Alors, imaginez les deux reliés. Là, c'est très vite la catastrophe. En fait, la séparation est très rapidement faite entre l'alchimie et la franc-maçonnerie au 19e siècle. Non, puis d'ailleurs, pour la franc-maçonnerie, il y a plus de secret très très vite au 19e siècle. Mais vous voyez combien l'athanor est un point intéressant pour observer comme ça la crainte des sociétés secrètes, des complots. Autrement dit, on est aux premières loges. Ça tombe sous le sens, n'est-ce pas? Très bien, monsieur Mauduit. Alors, chère Marie, vous avez essayé de nous résumer la Tsigibi. Ah bah zut, la Tsi... Vous l'aviez tout à l'heure. Je l'avais tout à l'heure, je ne l'ai plus, je suis étourdie. Enfin bref, tente à fruits, quoi. Une série d'animation au succès foudroyant, générée par l'IA et diffusée sur TikTok. Oui, exactement. Non, pardon, TikTok. TikTok. Il y en a certains qui appellent ça du brain rot, de la pourriture de cerveau. Insulte qui est désormais très courante parce qu'on est inondé, vous savez, on est inondé de dessins animés qui sont générés à l'appel par l'intelligence artificielle. Mais je ne veux pas commencer cette chronique par une insulte. Alors déjà, je vais essayer de vous expliquer de façon neutre exactement ce que c'est que l'île de la Skibidi Tentafri. Skibidi, ça on laisse tomber. Scooby-Doo ? Non, on laisse tomber, c'est de l'argot de gens qui sont nés avant-hier. On l'aura pas. Tentafruit, mot valise composé de tentations et de fruits. Pourquoi? Skibidi Tentafruit est un remake, une parodie de L'île de la Tentation, qui est une vénérable télé-réalité qui est diffusée, j'ai vérifié, depuis un bon quart de siècle chez nous en France. Le principe, vous avez des couples hétéros, vous les séparez, les filles sur une île, les garçons sur l'autre île, et on leur envoie des inconnus magnifiques en teeny-weeny bikini, et on attend que tout le monde soit cocu à la fin de la saison. Voilà. Skibidi Tentafruit, c'est la même chose, mais avec des fruits comme Bananella dans la piscine et Fraisita en dépression. Bon, c'est ici ou dans mon lit ce soir? S'il te plaît, laisse-moi tranquille, Pastéco, j'ai besoin d'être seule. T'es tellement chiante, c'est chaud! Il fait tellement chaud ici. Qui vient se baigner avec moi? On touche le feu. La piscine. Alors, les créateurs, ils veulent rester anonymes, mais nos confrères du Parisien auraient réussi à les interviewer. Ce seraient deux étudiants qui disent que chaque épisode de Skibidi Tentafruit leur demande quand même 7 heures de travail. Ils sont quand même super aidés par l'intelligence artificielle. Et qu'ils me pardonnent, c'est très mal fait. Hein, vous avez vu, il y a une porte qui... C'est très moche, il y a une porte qui claque pas, qui fait pas le bon bruit.
Les dialogues sont ultra misogynes. Là, je vous ai épargné, mais les filles se font bousiller ou graille, c'est-à-dire manger ou autre chose. Il y a déjà eu des dizaines d'articles de presse dans le monde entier horrifiés sur le sexisme des tantes à fruits, mais on oublie quand même de préciser que ces fruits ne font qu'imiter des propos qui se disent déjà dans les vrais programmes de télé-réalité avec des humains qui sont diffusés. Là, on est sur TikTok. La vraie différence, en fait, avec la télévision, c'est la viralité de ces skibidi tantes à fruits. Ils sont en train de décrocher en quelques semaines à peine des records d'audience de l'histoire de la plateforme TikTok parce que l'algorithme, en fait, les adore. Ce sont des vidéos qui sont super courtes. 1, 2, 4 minutes maximum. Alors que la vraie île de la tentation à la télévision, ça vous prend toute la soirée à regarder. Et puis, c'est interactif. Les créateurs très, très malins, ils ont lancé des sondages auprès des gens qui regardent ça sur TikTok. Voilà, quel est votre fruit préféré? Plus une vidéo est commentée, plus elle fait réagir, plus l'algorithme de TikTok va la proposer à d'autres publics, etc. Voilà, donc c'était ça que vos enfants regardent toute la journée et ce dont ils parlent en ce moment. Est-ce que ce salaud de Banano va rester sur l'île alors qu'il a trompé Banana avec Cerisella? Dépêchez-vous d'avoir votre avis parce que c'est une telle violation des droits d'auteur, ces contenus de la vraie télé-réalité. La version américaine des Skibidi Tantes à fruits a déjà dû supprimer ces contenus. Je donne pas long feu à la version française. Oui, en même temps, on va pas le mettre à la cinémathèque, hein, que ça parte, que ça s'évanouisse. Merci Marie, Skibidi, Scooby-Doo. Et on se retrouve demain à 20h05. Tchuss.